Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver après un mois de congé. Merci à Alain Sochoumen d'avoir assuré l'intérim. Et je reprends avec trois nouveaux clients. Comme vous le savez, Club Média 7, c'est le carrefour des journalistes, éditorialistes, chroniqueurs et analystes politiques. Émeric Joël Alagbé, directeur de publication du quotidien, l'emblème du jour. Émeric Joël Alagbé, bonsoir. Merci beaucoup et merci pour le plaisir d'être sur ce plateau et merci pour l'invitation. Et juste à côté de vous, Aristide Kanoussou, journaliste chroniqueur. Aristide Kanoussou, bonsoir. Bonsoir à vous, Lénaïque Agbazaou. Bonsoir le plateau, étant donné que c'est une chance d'avoir ce premier numéro du mois de juin avec vous. Ensuite, de votre retour de congé, je pense que ce n'est pas un hasard. Et surtout que nous sommes de potentiels clients sur ce plateau ce soir. J'espère que vous ne nous ferez pas trop de surenchère. Non, pas du tout. Ce qui est sûr, nous sommes là pour nous soumettre à l'exercice. Et j'espère justement que nous apporterons notre pierre à l'édifice. Merci à vous. Et enfin, Arnaud Doumaon, journaliste au quotidien du service public, La Nation. Arnaud Doumaon, bonsoir. Bonsoir et bonsoir aux amis téléspectateurs. Bonsoir Aristide, bonsoir Joël. Merci pour ce rendez-vous. Eh bien, comme vous le savez, nous sommes là pour passer au peigne fin les sujets majeurs de l'actualité. Pour des raisons d'ordre technique, la revue de presse hebdomadaire n'est pas disponible. Place donc au débat en plateau, 7 jours au Bénin. Et je démarre avec vous, cher Émeric Joël Alagbé. Crise entre le Bénin et le Niger, Cotonou flexible, mais Niamey toujours radical. La semaine écoulée, le chef de la junte nigérienne, le général Tchani, a refusé de recevoir l'émissaire du président Patrice Talon, le ministre des Mines, à Dambi. Jeudi dernier, le chef de l'État a accordé une interview à la télévision nationale. Il disait, entre autres, ceci, je cite, « Le temps de la protestation et des sanctions en raison du coup d'État au Niger est passé pour tout le monde et il n'y a plus rien qui justifierait que les autorités béninoises ne soient pas dans la bienveillance à l'égard des autorités nigériennes actuelles. » Fin de citation. Vous savez, le numéro 1 des Béninois, c'est un homme, je dirais, il est visionnaire plus que le mot réformateur dont les gens lui attribuent. C'est quelqu'un qui est soucieux des problèmes de sa population, surtout par rapport quand nous prenons les transporteurs. Nous prenons ceux-là dont les activités, c'est de Cotonou vers Niamey. Les trois grands départements du Nord qui sont collés au Niger. Il est soucieux, c'est pourquoi il est en train de jouer sa partition pour que tout se passe normalement. Mais les gens pensent que le Bénin a connu de fautes et autres. Nous sommes, avec le Niger, membres de la CEDEAO. Et les décisions de la CEDEAO, que tu veux ou non, ça s'impose à tous ceux-là qui sont membres. Parce que nous avons signé, et nous sommes tous membres de la CEDEAO. Mais après ça, même si cela de rechute sur ton pays, tu dois exécuter d'abord et maintenant voir les voies de négociation. Tout le monde sait comment ça s'est passé, le rôle que le chef d'État a joué avec ses homologues de la CEDEAO pour qu'on puisse revoir avec la levée des sanctions et autres par rapport infligés au Niger. Mais si les gens sont un peu résistants et vu le comportement de certains, vous m'excusez beaucoup, de certains voyous qui se mettent derrière l'autre côté, au Niger, à Niamey, qui font des révélations qui n'existent même pas en disant que non, nous avons comment on appelle, des Français qui sont là, des légionnaires noirs, il faut faire de ceci, et ils racontent des âneries. Les gens se sont levés, je ne sais même pas ce qui s'est passé, même ceux-là qui ne sont pas d'accord avec le président Talon, mais ils se sont levés, mais pour attaquer ça, pour dire non, celui qui est béninois réellement ne peut même pas avoir de ce comportement. S'il est soucieux de ceux-là, par exemple, aujourd'hui, vous voyez, nous sommes à l'approche de la fête de Tabaski. Et la plupart des moutons que les musulmans utilisent, ça vient de là-bas. Les gens se demandent mais comment ils vont fêter. Comment ils vont fêter. Au lieu qu'on travaille tous et qu'on contribue, qu'on prie
pour que la paix, le calme puisse revenir, pour que les transporteurs qui sont à la maison, dont les camions sont garés depuis des mois, et autres reprennent, les activités reprennent, le port où le chef de l'État a mis assez de moyens pour pouvoir renouveler notre port, pour que notre port soit parmi, je dirais, les meilleurs ports de l'Afrique, travaille. Et il y a d'autres qui sont derrière, qui sont là, avec des politiques de coq en jambes, pour que ça ne réussisse pas. Alors, Arnaud Domaou, je ne vous coupe pas, Émeric Joël Alagbé, pourquoi Niamey ne veut pas démordre? Et à votre avis, quelles sont les pistes de négociation, de médiation qu'on peut explorer, qu'on devrait privilégier? Moi, je pense d'abord que les autorités nigériennes sont dans une sorte d'ego, parce que je ne vois pas la raison fondamentale. Lorsque vous venez au pouvoir par un coup d'État, vous n'allez pas vous attendre à ce que les gens viennent vous... Le temps de la condamnation est passé, et Patrice Talon l'a réaffirmé. Non, évidemment. Mais lorsque le temps de la condamnation est passé, vous changez de posture. Parce qu'en réalité, cette nouvelle posture des autorités nigériennes font mal à qui? Cette posture fait beaucoup plus mal aux populations. Et je l'ai dit, le président Patrice Talon, d'ici 2 ans, il va finir son mandat. Le général Tiani et son équipe, rien ne dit qu'ils vont faire 3 ans, 4 ans, 10 ans au pouvoir. Donc les États vont rester, les peuples vont rester. À partir de ce moment-là, il faut quand même agir dans l'intérêt des peuples, des populations. Et de part et d'autre de la frontière, que ce soit du Bénin ou du Niger, mais qui sont cette décision-là, ce bras de fer, impacte beaucoup plus les populations. Ouais, donc je pense que même si on estime que le Bénin a eu peut-être à faire un peu plus de zèle dans l'application de la décision, parce qu'il faut dire les mots tels qu'ils sont, dans l'application de la décision de la CEDEAO, le temps, cette période-là est déjà passée, est derrière nous. Donc aujourd'hui, je crois que les autorités nigériennes doivent être dans cette posture d'aller de l'avant et de se dire quand même que Patrice Talon, ce n'est qu'un homme qui va passer. Donc, le chef de l'État, ce n'est pas sa personne qui a le problème, mais ce sont les populations. Vous défendez quelle population? Vous agissez dans l'intérêt du peuple nigérien ou vous agissez juste pour vos parts égaux? C'est la question aujourd'hui qu'on se pose. Donc je crois que dans cette affaire de médiation, moi j'avais pensé que le président Tinubu va jouer un peu plus parce que vous savez, lorsqu'on parle de la CEDEAO, il y a des États clés. On ne peut pas parler de la CEDEAO dans la gestion de crise sans parler par exemple de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, du Sénégal. Et donc, je crois qu'il y a quand même certaines capitales qui pourraient se mettre ensemble et dire, voilà, entendons-nous et faisons en sorte que les choses changent. Encore qu'au niveau du Sénégal, nous avons un nouveau président qui est venu et qui fera quand même un tour dans la sous-région, qui est d'ailleurs en train de faire le tour. Donc, avec le Sénégal, où nous avons Diomaye Faye qui vient d'arriver, Tinubu qui devrait être dans la posture d'accompagner le Bénin, parce que c'est sous sa présidence que nous avons géré cette crise-là. Et puis, à côté, nous avons le Ghana et autres. Donc, je crois qu'il y a certaines capitales quand même qui pourraient intervenir, certains anciens chefs d'État, certains diplomates qui pourraient intervenir. Vous savez que le Bénin est en train d'accueillir la célébration également des 49 ans de la CEDEAO. Vous avez suivi un peu les discours, que ce soit des mots venus du président de la Commission que du représentant résident. Donc, la CEDEAO travaille donc à ce que cette crise-là soit derrière nous. Parce qu'on ne peut pas empêcher les crises. On ne peut pas avoir, même dans sa petite famille, dans la cellule familiale, il y a toujours des petites tensions. Mais l'essentiel, ce n'est pas les crises. Les crises sont inhérentes à toute cohabitation. Il faut la CEDEAO qui œuvre donc pour le rétablissement de la concorde entre le Bénin et le Niger. Aristide Kanoussou, Patrice Talon joue la carte de l'apaisement, mais le général Tiani s'obstine toujours. Merci beaucoup, Lénaïk Gbezaou. Pour qui connaît mes outils et mon registre de langage, il sait que je suis panafricaniste dans l'âme et je fais partie des premiers à condamner véritablement la CEDEAO à l'aune des sanctions qu'elle a infligées aux États que nous sommes en train de citer concernant les États de l'AES, notamment le Niger. Mais convenez avec moi que si je me réfère à ce que Domaou disait tout à l'heure, en rapportant la situation à un cocon familial, quand un enfant arrive à pécher à l'endroit de son géniteur et reconnaît peut-être, je caricature comme ça, je ne dis pas forcément que le Niger doit avoir un regard condescendant sur le Bénin ou l'inverse, parce que les deux États sont potentiellement riches, et ça je vais y revenir certainement, mais quand un enfant ou disons même l'épouse arrive, parce que
entre le Niger et le Bénin, disons maintenant d'ailleurs que c'est une relation entre l'époux et l'épouse. Si l'épouse arrive à offenser son époux et que pendant plusieurs mois, nous sommes en train d'affranchir 1 an déjà, et l'épouse se met continuellement à présenter ses excuses. Parce que c'est la posture que le président Patrice Talon est en train d'adopter en ce moment. Cette posture de dire ou de faire ce mea culpa, à un moment donné, si le Niger ne fait pas attention, le Niger deviendra le bourreau. Si à un moment donné, le Niger se victimise du fait que, bon, le Bénin a tenu un langage de va-t-en-guerre et que pendant longtemps, la CEDEAO a fait ceci et cela, mais quand on regarde les discours, on constate que le président Patrice Talon fait un mea culpa, essaie de faire table rase du passé, de présenter les excuses continuellement. Si les autorités du Niger ne saisissent pas l'opportunité et que ça continue comme ça, ce sont les peuples nigériens qui vont se retourner contre ces autorités parce que ces peuples diront que finalement, les autorités ne sont pas là pour nous. Et vous devez comprendre que entre les deux États, c'est fondamental, c'est vital de pouvoir faire renaître cette relation-là. Parce que l'exportation du pétrole, c'est déjà le cas du produit intérieur brut du Niger. Et cette exportation, ça avoisine déjà 50% des recettes fiscales du Niger. Et même chose au Bénin, c'est déjà 450 millions d'euros que le Bénin va engranger en 20 ans. Et si on fait la moyenne sur une année, ça fait 22,5 millions d'euros. Alors, parlant du pétrole, le transit du pétrole nigérien par le territoire béninois est en souffrance. Patrice Talon a eu à dire que les formalités douanières de transit ne sont possibles que si le passage des biens par les frontières est permis. Autrement dit, si les frontières ne sont pas ouvertes pour le passage formel du pétrole, les formalités douanières permettant son transit par le territoire du Bénin ne sont techniquement pas possibles. Oui, je pense que c'est de beau droit au président Patrice Talon de le dire parce que il veut insister, il veut appuyer sur tous les leviers possibles afin de rétablir la relation entre le Bénin et le Niger. On ne peut pas laisser ça comme ça, parce que ce sont les populations qui en pâtissent en réalité. Et quand on fait une lecture de fond, on a l'impression que c'est une guerre de personnes. Ce n'est plus une guerre entre États. C'est une guerre de personnes. Et les populations en pâtissent sérieusement. Le Niger ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'en pâtisse pas, parce que ça fait déjà 13,4 milliards de dettes impayées de la part du Niger. Et aujourd'hui, au Bénin, tous ces emplois qui sont liés à ce pipeline seraient peut-être en souffrance en son temps. Donc je pense que le port du Bénin, qui sert aussi de canal pour plusieurs autres marchandises venant du Niger, on se retrouve aujourd'hui en train de trouver des raccourcis vers le Togo, oubliant que ça fait déjà encore de manque à gagner pour ceux qui doivent emprunter ce circuit qui fait déjà plus du double, du triple du circuit normal et qui doit d'ailleurs amener à débourser davantage. Donc je pense que le président Patrice Talon doit absolument insister. Et la question que le Niger doit se poser, même si on doit rester dans cette résilience, jusqu'en 2026, parce que j'ai entendu des autorités nigériennes dire que ça ne peut pas être possible, ce rétablissement de la relation, avant le départ du président Patrice Talon. C'est-à-dire que ce serait après le départ de Patrice Talon. Alors, supposons d'ailleurs qu'on doit rester dans cette résilience jusqu'en 2026. Est-ce qu'ils ont quantifié le dégât que cela pourrait causer sur les populations nigériennes? Moi, je voudrais qu'on soit raisonnable, qu'on soit logique. Être panafricaniste n'est pas synonyme de vouloir faire souffrir son continent. Exactement. Alors, Émeric Joël Alagbé, cette position tranchée de Niamey met à mal le projet de pipeline Niger-Bénin. C'est ce que viennent de dire mes confrères tout à l'heure. Vous savez, au-delà de tout, nous devons regarder les populations. Et ceux-là qui vont travailler dans ces projets. Mais la guerre de personnes, c'est-à-dire ce que fait le général, ça montre réellement qu'il est en train de faire une guerre de personnes contre le chef d'État béninois et non contre le Bénin. Alors que le président s'est rabaissé. Moi, je ne savais même pas qu'il allait même se calmer, envoyer encore le ministre des Mines là-bas. Il a refusé de le recevoir. Ah, c'est trop fort. Mais malgré ça, le président ne s'est pas découragé. Il a continué toujours par prendre des attaches. Il y a d'autres choses qui ne se disent pas. Mais j'ai suivi une sortie du député Issa Saleh Fou, qui a remercié
le chef de l'État et son gouvernement en disant, parce que lui, il est plus au Niger qu'au Bénin, en disant ce qu'ils sont en train de faire, vraiment, qu'ils les encouragent et qu'ils continuent et autres. Et tout le peuple béninois doit être fier du président qui s'est rabaissé, qui a montré sa volonté du pas d'homme qui est en train de prendre des excuses, mais il a montré la volonté du Bénin de les accompagner et qu'on redevienne comme on était avant. L'autre chose, il a dit, le temps de la condamnation et autres, tout ça s'est passé. C'est très fort. Je vous dis, c'est très fort. Quand on est soucieux du devenir de son pays, quand on est soucieux du devenir des populations, de ce que les gens doivent manger, le repas, c'est-à-dire au moins 2 repas par jour, et ceux-là, ils avaient l'habitude de faire du commerce, ils avaient l'habitude d'envoyer des trucs au Niger, ils avaient l'habitude de faire le parcours Cotonou, Niamey et autres. Il ne peut qu'être ainsi, parce qu'il n'a pas d'autre choix que de sauver les meubles. Et il est en train, mais qu'il ne se décourage toujours pas. Je reviens à vous. Ce jusqu'au boutisme des autorités actuelles de Niamey a-t-il vraiment sa raison d'être? Pas du tout, hein. Pas du tout. De mon point de vue, il risque de déplaire à ceux qui manquent bien souvent de soutenir les pays. Parce que quel péché a été le Bénin a commis? Quel péché le Bénin a commis? Ça, c'est la grosse question. Parce que lorsque vous êtes béninois, vous dites non, les Nigériens ont raison, mais la question fondamentale, c'est quel péché le Bénin a commis? Lorsque le Niger ouvre ses frontières avec tous les autres pays voisins environnants et laisse seulement fermer la frontière avec le Bénin, allez-y comprendre quelque chose. Parce que là, je suis le professeur Haïfa Ibako qui expliquait que dans la norme des sanctions, il n'était pas prévu en principe dans les textes fondamentaux qui régissent la CEDEAO la question de la fermeture des frontières. Et bien, il y a eu une première fois et aujourd'hui, avec les coups d'État, on a essayé de poursuivre dans cette dynamique-là. Vous avez vu que plusieurs fois, les États du Sahel ont remis en cause un certain nombre de sanctions, du régime de sanctions, estimant que la CEDEAO n'était pas en droit d'appliquer ces sanctions. Et non, le Bénin n'était pas en droit de fermer ses frontières. Et donc, lorsqu'on se réfère aux sanctions, on se réfère à la CEDEAO. Et lorsqu'on estime que la CEDEAO a levé les sanctions, et le Niger estime que voilà, la CEDEAO a levé ses sanctions, je peux désormais ouvrir les frontières avec les autres pays. Alors, à partir de ce moment, vous vous posez la question de savoir pourquoi ne pas l'ouvrir avec le Bénin. Donc, je crois pour ma part, lorsque les commerçants même font le détour pour dire que nous irons prendre pas Lomé, patati patata, ça fait un nouveau coût pour la production. Et ça veut dire que le produit qui doit faire le contournement reviendra plus cher au consommateur final du Niger. Donc, finalement, nous agissons dans quel sens quand nous sommes autorités nigériennes? Nous disons non, ce n'est pas un problème pour nous de contourner, un peu comme j'entends certains Béninois le disent fréquemment. Non, on peut contourner, mais quand ils contournent, d'accord. Mais le commerçant ne va pas livrer le produit à un prix abordable si c'était un transit plus court du Cotonou Niamey. Ça veut dire que la personne qui va toujours en souffrir, ce n'est pas le général Tiani, c'est le dernier Nigérien dans son village qui va ressentir donc l'effet de la fermeture de ces frontières-là. Et au-delà, lorsque je considère que vous êtes quand même des généraux, vous êtes quand même de la junte, vous êtes au pouvoir, vous êtes dans l'alliance militaire avec d'autres pays, l'accord militaire avec le Mali et puis le Niger, donc vous avez également l'AES et puis vous avez le soutien également de la Russie. Mais vous avez peur de quoi? La Russie qui a une puissance nucléaire, qui a une puissance militaire et qui est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, je ne vois pas. Donc finalement, on se dit, mais quand même, supposons même que nous avons des bases militaires françaises au Bénin. Qu'est-ce qui peut faire peur aux autorités nigériennes à partir du moment où ils sont dans un accord avec les autres pays, mais en plus de cela, qu'ils bénéficient du soutien de la Russie. Donc je crois qu'il y a tout autre argument ailleurs. C'est pourquoi nous disons bien souvent que nous sommes en train de constater que finalement c'est carrément un problème de personnes. Donc le contournement revient cher aux Nigériens.
la fermeture des frontières revient encore plus cher aux populations qui sont de part et d'autre de la frontière. Et à partir de ce moment-là, je crois que j'ai suivi le président Patrice Talon qui disait hier le jeudi que les autorités nigériennes fassent une déclaration officielle pour dire le projet pipeline n'est pas concerné par la fermeture des frontières. À partir de ce moment-là, ce sera un autre régime juridique. Tu ne peux pas fermer ta frontière et vouloir remplir une formalité douanière. Ouais, c'est compliqué. C'est paradoxal. C'est paradoxal. Donc je crois qu'il faut que les gens fassent peu de responsabilité, surtout côté nigérienne, et que le président Patrice Talon puisse poursuivre aujourd'hui cette posture aujourd'hui qui essaie d'imprimer et de montrer. On vous aura compris sur la question, vivement donc le dégel de cette crise entre Cotonou et Niamey. Je reste avec vous, chers décrypteurs, pour aborder un autre sujet. Il s'agit de la tournée gouvernementale à travers le pays. L'exécutif qui est en mission d'explication. Quel est selon vous le bien fondé de cette démarche, Aristide Kanoussou? Bon, ce que je constate, c'est que ce n'est pas nouveau. Le bien fondé, c'est qu'un gouvernement qui, en temps normal, a été constitué pour mener un certain nombre d'actions, au bout, doit pouvoir s'adapter et se faire à l'idée que c'est essentiel d'aller faire la reddition de comptes. Et le gouvernement du président Patrice Talon l'avait déjà fait. Et ce n'est qu'un exercice qui est en train d'être répliqué après le nouveau quinquennat qu'il a entamé depuis quelques années déjà. Et j'estime que la logique dans tout ça, c'est que ce sont les membres du gouvernement même qui ont été commis pour aller faire cet exercice-là, loin justement des politiques. Et je pense que ceux qui ont le nez fondamentalement dans les chiffres, dans les réalisations, ce sont eux qui ont été mis au devant de la scène. Et je pense qu'ils ont suffisamment outillé pour le faire et ils le font déjà. Et c'est justement ce que nous demandons. Quand la population a mandaté quelqu'un pour aller faire un travail, cette population attend en retour qu'on lui fasse un point de ce qui a été fait. Et c'est toute la logique qui réside justement dans cette action. Et je pense qu'effectivement, quand on y regarde de près, il y a des choses véritablement à défendre sur le terrain. Il y a des choses à faire remarquer, puisque ce régime, pendant plusieurs années, a opté pour la normocommunication, vous le savez, et ça l'a pénalisé. Il y a plusieurs facteurs sur lesquels ce gouvernement n'a pas du tout communiqué ou a mal communiqué, et il fallait justement redresser la pente. Et c'est à cet exercice, justement, que moi, j'inviterais plutôt ces membres du gouvernement à donner plus de visibilité à ces choses-là que le gouvernement a fait, mais qui restent justement dans l'ombre. Prenez l'exemple de la NPE. Il y a un travail extraordinaire, éminentissime qui se fait là pour la création de l'emploi, mais on n'en parle pas pratiquement ou on en parle peu. Donc, c'est des occasions. Sur le plan de la digitalisation, par exemple, c'est une mine de réalisation, mais on en parle peu. Et je pense que c'est l'occasion pour ces membres du gouvernement de pouvoir aller défendre véritablement ces différentes réalisations et non voir ça comme déjà une pré-campagne. Moi, j'estime que c'est logique, c'est normal, et ce n'est déjà pas la première fois, c'est logique d'aller devant la population de leur expliquer ce qu'il en est. Émeric Joël Alagbé, les réalisations du PAG qui sont mises en lumière, les raisons de la cherté actuelle de la vie qui sont aussi exposées. Quelles solutions concrètes apporte cette tournée? Vous savez, le gouvernement de la rupture a opté à ne pas faire trop de communication. Et quand on ne fait pas de communication, on ne sent pas ce que le gouvernement fait, à moins que ceux qui sont touchés par les réalisations du PAG. Par exemple, les communes, les villes qui ont bénéficié du projet, par exemple, je parle de le projet asphaltage. Il y a d'autres qui ont déjà eu la chance, on a déjà lancé la deuxième phase, qui a déjà démarré. Ceux-là sont plus touchés. Maintenant, en dehors de ça, il y a des arrondissements, par exemple, qui ont eu d'autres projets qu'on n'a pas vulgarisé, c'est-à-dire on n'a pas fait même de pose de premier pied, ni de deuxième pied, troisième pied, qui sont restés des éléphants blancs, mais qu'on voit les choses qui sont physiques, on les voit, mais on n'en parle pas. On n'en parle pas. Vous allez, la dernière fois,
je reviens à votre sujet, mais je vais vous donner l'exemple. La dernière fois... On va y aller très rapidement. Oui. La dernière fois, je suis sorti de Porto-Novo, je voulais venir à Cotonou. J'ai vu le président de la République. Il est descendu sur un chantier à Porto-Novo un dimanche. Il donnait des instructions. Il a dit, Donc, ça veut dire qu'il y a même... Il est concerné lui-même par les chantiers et il reste derrière pour donner des coups d'accélérateur pour que ça évolue et autres. Il faut que les gens communiquent. Je prends par exemple au plan social. Au plan social, c'est au cours de la tournée, la dernière fois que nous avons su que même il y a dans les écoles, dans les lycées et collèges, les filles qui n'ont pas de parents, qui sont orphelins de père ou de mère, ou les démunis qui n'ont pas de moyens, que le gouvernement leur apporte de soutien par mois. On ne savait pas ça. Donc, et les gens même sont venus faire de témoignages pour dire, oui, par mois, ils reçoivent de soutien du gouvernement. À l'approche de la rentrée, on leur donne ceci, on leur donne des kits, et ils ont un truc qu'ils perçoivent chaque mois comme accompagnement. Au niveau, quand on prend par exemple les cantines scolaires, peu d'écoles au début étaient couvertes de cantines, mais aujourd'hui, quand on fait le point, au cours de la quand ils ont fait le point, on a vu que ce qui ne reste pas, c'est-à-dire ce qui reste là, c'est peu par rapport aux écoles couvertes. Dans le même temps, les populations disent qu'elles ont faim. Non, vous savez, le gouvernement et son chef ne peuvent pas passer de maison en maison pour distribuer de l'argent. C'est pourquoi les gens disent qu'ils ont faim. Les gens ont faim. Ceux qui disent qu'ils ont faim là, c'est parce qu'aujourd'hui, on ne permet pas à ce qu'il y ait de détournement. Celui qui détourne a la facilité de distribuer l'argent. C'est parce que ce gouvernement ne permet plus qu'en dehors des détournements, qu'il y ait des concours frauduleux. Quand on parle de concours, c'est-à-dire le pauvre là, qui a étudié, qui va à un concours, quand il travaille bien, il est admis. Il est admis. Les gens diront qu'ils ont faim parce qu'aujourd'hui, on a fermé tous les circuits de vol où on trouve l'argent facilement et autres. Celui qui se lève, quand tu apprends un métier et tu travailles, tu vas toujours gagner. Aujourd'hui, quand on fait le point le nombre d'emplois que le gouvernement de la République a créé, c'est énorme, comparativement à ce que nous avons connu depuis 1960 jusqu'à ce jour. Allez, faites un tour à Glo-Djigbe et vous allez voir tout ce monde-là qui travaille là. Des fois même, la NPE dont on a parlé tout à l'heure... On dirait que vous faites partie de la mission gouvernementale qui effectue la tournée. Non, c'est parce que j'ai suivi un peu... Ok. Alors, Doumaou, partagez-vous cette perception de Émeric Joël Alagbe? Je comprends Joël. Et puis, non, je crois que la reddition de comptes est une chose, la propagande est une autre. Et fondamentalement, c'est bien de faire la tournée. De faire la tournée, ça permet à certains ministres qui sont restés dans leur bureau, à certains directeurs qui sont restés dans leur bureau et qui ont tout le temps donné des instructions, d'écouter également, parce que c'est des rencontres d'échange de donner, de recevoir. Il ne s'agit pas simplement pour... Lorsque, en tout cas, j'ai eu l'occasion de suivre un peu, parfois, à quelques occasions, ces échanges-là, les autorités parlent et les populations en face répondent. Et expriment même leur doléance. Expriment leur doléance. Vous suivez parfois, c'est de vifs échanges, parce qu'il y a des populations qui ne sont pas du tout contents et qui expriment leurs sentiments sur ces lieux de rencontre-là, parfois dans le cadre de cette opération de réduction de comptes. Je crois que c'est important de descendre sur le terrain de temps à autre. Et puis, le faire en 2024, c'est mieux que de le faire en 2025 et 2026. Et j'espère qu'on ne parlera pas de la tournée en 2025 d'ailleurs, parce qu'en 2025, ce serait déjà la pré-campagne électorale carrément. Mais en 2024, je crois que c'est encore possible de le faire. Donc, il faut le faire. Je voudrais rebondir sur cet aspect de la chose. Que répondez-vous à ceux-là qui estiment que le gouvernement est en campagne précoce? Non, je crois qu'on est encore, on est encore bien loin de cette campagne précoce-là. Parce que le gouvernement n'a pas besoin de faire une campagne précoce. À partir du moment où il y a des partis de la mouvance qui, quand même, sont en tournée. En tout cas, il sait que le nom progressiste était dans une tournée. Je ne sais pas si le président de Bruno a fini. Également, le BR qui peut faire une tournée. Et d'ailleurs, les partis politiques bénéficient aujourd'hui du financement public. Donc, le gouvernement n'a pas, en tant qu'institution, à verser dans cette propagande-là. Mais à une année préélectorale, ça peut être facilement se comprendre. Mais en 2024, je crois que c'est encore possible de le faire. Donc, je dis qu'il ne faut pas confondre la reddition de comptes et la propagande gouvernementale. Mais pour moi, il y a la question de l'approche.
Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une sorte de budget-programme. Le budget-programme, est-ce que les organisations non gouvernementales, les ONG, est-ce que les centrales, les représentants des travailleurs, est-ce que d'autres organisations de la vie, de la société comprennent un peu comment est-ce que le budget est géré? Est-ce qu'on arrive déjà à faire des redditions de comptes sur la gestion de chaque portefeuille? Puisque nous sommes passés en mode programme, ça veut dire qu'on peut plus facilement prendre par programme et se dire que cette année, nous avons pu concrètement faire ci ou faire ça. Vous savez, aujourd'hui, nous avons un déficit d'informations en matière de reddition de comptes. Et donc, on comprend que le gouvernement peut décider à un moment donné de descendre dans l'arène pour aller au contact direct des populations, mais il faut déjà que les organisations sociales, les organisations syndicales, qui sont en quête de l'information et passant par là, parlant de ceux-là, des médias qui sont en quête d'information, puissent avoir pour chaque année en matière de gestion du budget programme pour savoir, lorsque nous tapons par rapport au budget de l'État, que voilà ce qu'on a pu réaliser, voilà ce qui reste à faire. Mais lorsque nous avons ce déficit d'information au niveau de ces organisations-là, qui, d'ailleurs, vous savez, vont au niveau des partenaires, pas des partenaires, pour chercher des financements pour aller au contact des populations, ou lorsque vous êtes un média, vous avez envie de faire réaliser une enquête, et vous dites, mais vous avez besoin de données, pour savoir par rapport à tel projet, où est-ce que nous en sommes, et puis on vous dit qu'il n'y a pas de données, il n'y a pas d'informations. Donc je crois déjà que, de mon point de vue, de par ma profession, je souhaiterais quand même qu'on puisse libérer l'information à ce niveau-là. Et puis après, au niveau des contacts des populations, là, c'est pour ça que je dis que ce serait toujours un prolongement de la reddition des comptes. Rendre l'information donc accessible au grand public. Au grand public, à des données plus concrètes pour nous permettre... Selon vous, quels seront les probables impacts de cette tournée gouvernementale? Les premiers impacts, c'est que les populations vont comprendre véritablement ce qui se fait. Mais aussi, n'oubliez pas, ça va permettre de désintoxiquer, ça va permettre à ce que le Niger puisse se rendre compte, par exemple, que le Bénin aussi est capable d'être résilient. C'est un exemple parmi tant d'autres. Je vous donne un exemple. Le seul pays africain qui a réussi à émettre un eurobond sur les ODD, c'est le Bénin, en 2021. 328 milliards de francs CFA. En français facile, ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà un pays qui a réussi à convaincre les investisseurs à s'intéresser à lui, à sa population, mais l'argent qu'il est allé décrocher, il a dit que cet argent sera investi pour le bien-être, c'est-à-dire pour le volet social, pour le bien-être de ces populations. La plupart de ceux qui vont pour contracter ces prêts-là, c'est pour lisser les planchers conjoncturels, etc. Mais lui, il a dit, voilà, le premier pays africain et l'un des premiers au plan mondial a dit, je vais contracter ces prêts pour le bien-être direct de la population. Donc, je pense que c'est déjà un plus. Depuis 2021, le Bénin a déjà aussi, après, émis aussi d'autres eurobonds, mais c'est le seul qui s'intéresse directement à la population. Le seul eurobond est lié aux ODD. Et je pense qu'à partir de là, on doit pouvoir expliquer que, au regard de la crise nigéro-béninoise, le Bénin a réussi à trouver un circuit, un raccourci par Segbana, par exemple, pour soulager les populations. On devrait pouvoir aller expliquer ça aux populations. On devrait pouvoir aller expliquer un certain nombre de chantiers. Vous avez dit tout à l'heure que les populations disent qu'on a faim. Nous sommes d'accord. Mais est-ce qu'elles comprennent que réussir à émettre un eurobond permet d'abord d'amortir les dettes antérieures, mais permet aussi de faire beaucoup de choses qui encadrent leur vie quotidienne. Mais peut-être que l'explication n'est pas donnée de sorte à ce qu'ils comprennent. Quand on parle de microcrédit à la FIA, par exemple, aujourd'hui, les femmes sont capables d'aller prendre ce crédit-là sans tambour ni trompette, d'accord? Et ça favorise beaucoup de ménages aujourd'hui. Nous sommes déjà à près de 100 000 et je pense qu'ils sont en train d'aller au-delà de 150 ou je ne sais pas. Donc, j'estime que... L'instrument est digitalisé et plus transparent. Digitalisé, transparent, facile, accessible. Voilà autant de choses qui permettent aujourd'hui de dire que le Bénin est résilient sur plusieurs plans. Mais il faudra aller expliquer. Sinon, on va continuer par être intoxiqué, on va continuer par être manipulé par, je ne dirais pas l'opposition béninoise, mais l'opposition que nous avons en Afrique qui est toujours dans la politique de « oh, tout toi, je m'y mets », mais quand elle s'y met, généralement, elle fait parfois pire même que celui qui était là. Donc, j'estime que... Évoquant la question de l'opposition béninoise, Emery Joël Alagbé, oui, elle voit d'un très mauvais œil cette initiative gouvernementale. Et vous savez, ils sont en train de jouer, ils sont dans leur rôle.
Et aujourd'hui, les gens doivent normalement faire la part entre la politique et le développement. Quand c'est bien, moi par exemple, à l'Assemblée, quand on se retrouve à la cabine de presse, les journalistes parlementaires, on est là, où il y a le gouvernement est là, le gouvernement présente des choses, les gens n'osent pas dire, les opposants n'osent pas dire, ah c'est bien, on félicite le gouvernement. On dit, bon, le gouvernement a fait, hein, c'est bon, hein, mais on trouve toujours quelque chose à dire. On trouve toujours quelque chose à dire. Alors que quand c'est bien, il faut apprécier. Quand ce n'est pas bien, il faut faire des propositions ou des recommandations. Là, c'est le pays. Et la raison, c'est une continuité. Même si celui qui est là, quand il va partir, vous aspirez prendre le pouvoir. Et quand on aspire prendre le pouvoir, il y a des positions dans lesquelles il ne faut pas rester. Il ne faut pas toujours critiquer. Il faut faire des propositions concrètes à celui qui est là pour dire que on aurait été à votre place, Monsieur le Président, et dire on allait procéder ceci. Et si vous revoyez, c'est comme ça qu'on construit un pays. On doit construire un pays main dans la main. Mais on ne va pas construire un pays où tout ce qu'on fait là, c'est jamais bon et autres. Aujourd'hui, les gens sont en train de critiquer la tournée. Qui critique la tournée? Moi, je ne vois personne. Qui critique? Les gens se cachent derrière les TikTok ou bien derrière les réseaux sociaux pour pouvoir faire de critiques. Eux ne sont pas en train de faire de tournée depuis. Ils sont en train de faire de tournée. Il y a une phrase qui tourne en boucle sur les réseaux sociaux. On dit j'ai faim. On m'explique pourquoi j'ai faim, mais sans m'apporter une solution. Non, la solution, c'est que tout le monde travaille. Tout le monde n'a pas besoin aujourd'hui d'aller faire Zémidjan. Aujourd'hui, avec les subventions que nous avons au niveau de l'agriculture et autres, les gens n'ont qu'à aller à la terre. La terre ne mange jamais. Je vous dis, la terre, essayez vous-même, vous allez voir. La terre ne mange jamais. Il y a du boulot. Ceux qui initient là, au Bénin, vous allez voir, ils gagnent toujours. Mais tu ne peux pas croiser les bras pour que l'argent vienne chez toi. Non. Tu ne peux pas croiser les bras. Il faut chercher, il faut créer. Mais ne restez pas là, sur place pour dire que j'ai faim. Sortez, vous allez trouver à manger. Quand on sort, on trouve à manger. Et l'avenir appartient à ceux-là qui se lèvent tôt. Je dis, l'avenir appartient à ceux-là qui se lèvent tôt. Aujourd'hui, le gouvernement ne peut pas servir tout le monde. Tous ceux-là qui sont dans le chômage, le gouvernement ne peut pas employer tout le monde. Non. On a compris, nous sommes tenus par le temps. 30 secondes à nos demandes pour finir avec le sujet. Par l'opposition, je dirais qu'ils sont dans leur rôle et puis ça a toujours été comme ça parce que lorsque vous perdez le pouvoir, vous faites en sorte de travailler à reconquérir le pouvoir d'État. Ça a toujours été le cas et pour le faire, vous n'allez pas venir dire que tout ce que le gouvernement fait est bon. Mais ce qui manque chez nous ici en matière de débat d'actualité, c'est qu'on ne voit pas des propositions dignes du nom. Parce que lorsque nous avons telle orientation politique du gouvernement, on peut avoir à côté les limites qu'on voit sur d'autres débats, sur d'autres plateaux ailleurs. On voit l'opposition qui vient pour montrer la faiblesse de cette politique publique-là et fait en retour des propositions pour dire voilà ce que nous proposons. Avec des illusions lumineuses. Mais chez nous, il n'y a pas ça. C'est ça qui manque beaucoup plus. Et peut-être que quelques années passées, avec le président Bruno Amoussou, on avait parfois de ces initiatives-là, de ces propositions, même parfois c'était bien élaboré, et ça nous permettait de faire des débats, de croiser un peu les arguments. Et au-delà de ça, au niveau de la reddition des comptes, il faut également que, parce que parfois c'est des déficits d'information. C'est pourquoi je disais tantôt que la reddition des comptes n'est pas une mauvaise chose. Au niveau des mairies, lorsque vous voyez quand les gens organisent la reddition des comptes au niveau des mairies, mais c'est juste quelques personnes qui viennent dans une salle de conférence et vous avez vraiment des conseils parfois qui sont plus nombreux même que les invités. Donc il faudrait qu'on puisse revoir la manière d'organiser la reddition des comptes au niveau des mairies et faire en sorte que ce ne soit pas une occasion peut-être de faire à 2 ans ou à 8 ans d'anniversaire qu'on puisse faire une tournée et que au niveau communal qu'on puisse s'entretenir avec tel ministre pour dire nous souhaitons que tel ministre descende tel jour dans notre localité. Merci à vous, Arnaud Domaon. Ouvrons à présent la lucane de décryptage de l'actualité internationale. C'est dans la rubrique Interactif. Et je reviens à vous, cher Arnaud Domaon. Au Burkina Faso, les assises nationales ont décidé de prolonger la transition de 5 ans, 5 nouvelles années en perspective donc pour le capitaine Ibrahim Traoré qui est éligible aux prochaines élections, les prochaines élections qui auront lieu dans 5 ans. Pour rappel, Traoré a renversé Damimba en septembre 2022. Oui, bon, c'est vrai que
J'ai eu l'habitude, parce que j'estime qu'on doit pouvoir s'entendre sur les principes de condamner les coups d'État. De condamner les coups d'État. Et j'estime d'ailleurs que parfois, les coups d'État institutionnels ont moins d'impact que les coups d'État militaires. Le coup d'État n'est bon, mais parfois j'estime, parce que lorsque c'est un coup d'État institutionnel, ça veut dire que les individus dans le pays ou les personnalités du pays se sont entendus dans la compromission quand même pour permettre à un seul individu de poursuivre. Au Sénégal, vous avez vu, il a voulu faire un coup d'État institutionnel, mais une institution a arrêté le pouvoir. Et donc parfois, j'estime parfois que ça a un moins d'impact que les coups d'État militaires. Vous voyez, on revient au pouvoir par coup d'État militaire, on suspend toutes les institutions. On fait 2 ans pratiquement, et après on convoque une assise, et on s'octroie encore 5 ans. C'est-à-dire, aucune règle, rien du tout, on s'octroie 5 ans. Et vous savez que les partis politiques ont boycotté ces assises-là, d'ailleurs, parce qu'estimant que lorsque la junte est venue au pouvoir, ils ont suspendu les activités. Les assises qui étaient prévues pour durer 2 jours ont été ramenées à une seule journée. Non, mais oui, mais c'est pas juste. Vous n'avez rien à dire, vous venez vous asseoir, et puis ceux qui étaient consentants viennent s'asseoir, et puis on s'assoit 5 ans. À partir du moment où il n'y a plus de règles établies, c'est comme ça que ça se passe dans les États. C'est pour ça que j'ai dit, même par rapport à ces États-là, regardez ce qui s'est passé au Tchad. On dira que le président tchadien a fait un coup de force institutionnelle, mais quand même, il a quand même eu la clairvoyance d'organiser un simulacre d'élection. Un simulacre d'élection, de faire asseoir les gens, de faire sortir la Constitution, d'organiser, de faire même rentrer au pays un opposant de taille, de faire participer l'opposition à ces assises-là, à ces élections-là. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une posture où, au niveau des États du Sahel, on ne veut pas entendre parler d'élections. Les militaires ne sont pas venus aux affaires avec un genre. Ils sont venus, je dirais, peut-être avec des calendriers politiques, des calendriers politiques. Bon, nous sommes venus pour gouverner. Ce n'est pas venus, nous sommes venus rétablir, rester là un moment, rétablir la société civile, remettre le pouvoir civil. C'est une parenthèse, on parle de transition. Je crois que 5 ans, ce n'est pas une transition. Arissi Kanoussou, pour vous qui vous réclamez panafricaniste, alors pour certains observateurs, les putschistes développeraient ainsi des velléités d'éternisation au pouvoir. Les transitions deviennent kilométriques là. Avant de répondre à votre question, je voudrais vous faire remarquer quelque chose. Observez bien le cas du Tchad et du Sénégal qu'il a donné tout à l'heure. Ce que nous oublions de mentionner parfois, c'est que par exemple pour le Tchad, Sucé Masra, jouant l'opposant, a entraîné beaucoup de jeunes dans les fosses. Beaucoup de jeunes sont dans les fosses, dans les tombeaux. Beaucoup de jeunes sont morts pour lui, avant qu'il ne se rallie au gouvernement. Au Sénégal, l'institution a réussi à bloquer Macky Sall. Il aurait dû ne pas accepter quand même ce poste de Premier ministre. Vous comprenez? Si c'est l'opposition aujourd'hui en Afrique, si c'est dans la dynamique de bon, après avoir perdu le pouvoir, je dois travailler pour le récupérer, alors faites en sorte qu'aucun jeune ne meure dans votre manipulation. Faites en sorte qu'aucun jeune, aucune personne ne soit manipulée ou que qui que ce soit ne meure dans votre escroquerie politique. C'est ce que je dénonce. Macky Sall, regardez par exemple, il a été contrecarré par une institution, mais regardez le nombre de personnes qui sont mortes d'abord avant qu'on en arrive là. Parce qu'il y a opposition, alors que lui-même, face à Wade, en son temps, il était prêt à dormir sur le macadam, battre le macadam pour pouvoir restaurer la démocratie. C'est en cela qu'aujourd'hui, finalement, moi j'estime que je dois donner entièrement raison au président Patrice Talon qui dit qu'il n'a pas envie de faire la démocratie à l'occidental. Alors on revient au cas du Faso. Oui, tout à fait, c'est ça je vous dis. On n'a pas envie aujourd'hui de faire la démocratie à l'occidental. Et c'est ça ce que je ne les appelle pas les putschistes, mais les autorités des États du Sahel sont en train de faire aujourd'hui. Moi, je suis entièrement d'accord qu'on laisse le temps aux dirigeants de faire leur travail. Le Burkina Faso peut s'octroyer 10 ans, 15 ans. Tant que le peuple est d'accord, je pense qu'on doit pouvoir laisser l'autorité. Mais ce n'est plus une transition, apparemment. Ce n'est plus une transition. On peut quitter une transition pour aller. C'est vrai qu'il peut porter le Tchad l'affaire à quitter la transition. Le meilleur mode d'accès au pouvoir demeure la voie des urnes. Mais je vous dis, la voie des urnes a longtemps été manipulée. La voie des urnes a longtemps été manipulée et les gens en meurent beaucoup. Et il faudra opter pour une autre forme de démocratie. Je ne suis pas là à élaborer cette forme de démocratie qu'il nous faut, mais je pense que les têtes pensantes, les élites savent cette forme de démocratie qu'il nous faut, de pouvoir, qui va permettre à ce que, quand quelqu'un accède au pouvoir, qu'on lui laisse la latitude de travailler le temps qu'il faut. S'il est fatigué et
quand vous-même vous constatez que, bon, voilà, il a fini de faire ce qu'il a fait, il faut trouver peut-être un mécanisme maintenant, et ça va être élaboré. Dans un cas pareil, quelle est la légitimité de ce pouvoir? La légitimité, d'abord, elle est populaire, et la légitimité, ensuite, elle est matérielle. C'est-à-dire ce que vous réalisez. Quand vous êtes là, par exemple, aujourd'hui, les gens ne se plaignent pas trop de Vladimir Poutine parce qu'il réalise, il concrétise. Il est un dictateur, il est ceci et cela, mais à chaque fois, quand on fait le point, il y a de grands pas qui sont posés. C'est la même chose. Si au bout de 5 ans, on constate que Ibrahim Traoré a fait de grands pas dans la lutte contre le terrorisme, eh bien, quitte aux populations de lui dire, sur le plan matériel, on a vu que tu as fait un pas. Et la légitimité populaire vous permet justement maintenant de continuer à avancer. Aymeric Joël Alagbe sur la question. Vraiment, moi, je ne suis pas d'accord. Et par rapport au développement du confrère tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui, il faut prioriser ce qu'on appelle la libre expression, la libre entreprise. Et en dehors de ça, au niveau de chaque pays, pour pouvoir élire les dirigeants, c'est la voix des jeunes. Je peux ne pas être d'accord pour X, Y peut être d'accord pour Y, et pour Z, allons aux élections. C'est les élections qui déterminent qui est dirigeant. Vous voyez, ils ont goûté le pouvoir. Ils ont goûté le pouvoir Traoré. Avec, je dirais, son club. C'est un club de dictateurs. Pourquoi je dis que c'est un club de dictateurs? Je ne dirais pas la dictature des tests parce que la transition... Vous employez un mot fort. Hein? Oui, je viens. La transition est pratiquement... Ils doivent organiser les élections, mais ils ont organisé un truc. Ils savent que les partis politiques ne peuvent pas être d'accord par rapport à cela. C'est pourquoi ils ont forcé pour pouvoir avoir gain de cause en s'octroyant encore 5 ans. 5 ans, on dirait même que c'est une élection. Ils ont fait une élection la dernière fois pour pouvoir gagner encore 5 ans en une journée, pour gagner encore 5 ans. Oh, ils sont très forts, quoi. Et vous allez voir, ce n'est pas fini. Hein. C'est ce qui va se passer dans les autres pays. Merci à vous, Aymeric Joël Alagbe. Nous sommes tenus par le temps. Dernière rubrique de cette émission, Potin de la toile. Arnaud Doumaon, je vous sais très passionné des questions sportives. Alors dites-nous, que se passe-t-il à la Fédération camerounaise de football? La polémique a alimenté la toile cette semaine. Il y a un bras de fer qui oppose le président de l'Africa Foot, la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils, au patron camerounais des sports, Narcisse Mouélé Kombi. C'est vrai que je suis un passionné du foot. J'ai suivi la vidéo qui est devenue virale sur la toile. Je n'ai rien compris, hein, j'avoue, pour cette posture de Samuel Eto'o. Au cœur de la guerre, la désignation du sélectionneur de l'équipe nationale des Lions. Oui, c'est vrai que c'est une actualité qu'on a suivie depuis quelques semaines, quelques mois. C'est pas ce mois, hein, je crois qu'il y a déjà au moins quelques semaines. Mais en venir à s'adresser au ministre de cette façon-là et puis reprendre l'entraîneur de cette façon-là, je crois qu'il n'a pas digéré. C'est mon point de vue, parce qu'après, il a présenté des excuses. Hein. Lorsqu'on est à ce niveau de responsabilité, il faut savoir faire attention. Il ne digérait pas. Depuis la nomination de cet entraîneur, il refusait. Il disait non, mais c'est de son droit, ça revenait à la fédération. Et puis le ministre a dit, mais non, c'est l'État d'abord. Et donc, c'est l'État qui met à disposition. Parce que c'est l'État qui paie les ressources, la prise en charge financière. Et donc, il n'a pas digéré cela jusqu'à ce jour de la rencontre. Et puis, il s'enflamme et revient après présenter des excuses pour dire voilà que c'était les émotions. Je crois que ce n'était pas, de mon point de vue, tout responsable. Il n'était pas obligé de le recevoir. S'il estimait tant que la fédération gardait ses postures et n'était pas d'accord avec le choix de Brice ou Bic, je ne sais pas. Oui, petite clarification, 10 secondes avant de répondre à votre question. Je ne milite pas pour les présidents à vie, mais je milite pour un président en exercice qui a la main pour travailler, sans que l'opposition ne lui mette les bâtons dans les roues. Il faudra qu'on trouve ce mécanisme-là. C'est très important. Maintenant, pour répondre à votre question, je pense que on peut tout reprocher à Samuel Eto'o. Mais reconnaissons que la FIFA a des règles précises, très claires. La politique ne doit pas se mêler. Il est président de la Fédération camerounaise de football. Il a la latitude de désigner le sélectionneur et l'équipe technique. Maintenant, que le ministre en vient au point où
il lui impose maintenant non seulement un entraîneur, mais aussi un staff technique. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème sérieux. Et là encore, regardez dans la vidéo dont vous parlez. Tout le temps, Samuel Eto'o n'a utilisé qu'une formule de politesse. Cette captation qu'il a tracée dans ses propos démontre à suffisance qu'il a eu des égards pour que ce soit le coach ou que ce soit pour le ministre. Mais observez le coach. Il dit qu'il a tutoyé pendant toute la vidéo. Il a tutoyé Samuel Eto'o tout le temps. Alors ça voudra dire quoi? Ça voudra dire qu'on a tellement laissé les choses s'empirer qu'aujourd'hui, on est capable d'observer. Si Samuel Eto'o prend la décision d'aller se plaindre à la FIFA, par exemple, le Cameroun n'ira pas aux prochaines compétitions sportives. Mais il y a un rétropédalage en temps. Oui, il y a un rétropédalage. Ça, c'est la hauteur même qu'il faut reconnaître encore. Une double valeur qu'on va reconnaître à Samuel Eto'o parce qu'il a pris de la hauteur. Samuel Eto'o, c'est une légende. Et Samuel Eto'o a voulu sauver les meubles pour que le Cameroun puisse participer aux compétitions. Sinon, je vous assure, c'est son rôle de désigner l'entraîneur, l'équipe technique et autres. Parce qu'il est le président de la Fédération camerounaise de football. La FIFA a envoyé un message. Et la FIFA a donné un délai pour dire que c'est la fédération camerounaise qui doit envoyer le truc. Maintenant, au cas où cela ne serait pas réglé, alors ils vont sanctionner le Cameroun. C'est pour que le Cameroun, qui est un pays du football, se voit exclu des éliminatoires par rapport au mondial et par rapport à la CAN. C'est pourquoi Samuel Eto'o a accepté malgré lui. Je vous dis, il a accepté malgré lui. 30 secondes pour finir. Oui, et autre que ça, il a été très, très humble avec l'entraîneur. Il a été très, très humble avec la délégation du ministère qui était dans son bureau. Les gens sont venus lui rendre visite. Les gens sont venus dans son siège. Mais c'est lui le patron du siège. Et c'est lui qui doit les installer. Il dit non, c'est comme ça va se passer. Quand moi, je viens vous voir au ministère, je me range et tout ça. Et ça lui merci à vous. Merci à vous. Nous égrenons les dernières secondes de l'émission. Juste placer un mot sur ça pour dire que même s'il revient à la fédération de désigner l'entraîneur, la fédération fait des propositions, ce n'était pas nouveau, fait des propositions au ministère. Et qui retient le coach à partir des propositions qui sont faites. Mais là n'est pas encore tout le gros problème pour moi. Le second problème pour moi, c'est que dès lors que je suis Samuel Eto'o, et que le ministère a désigné, et je ne suis pas d'accord, je n'étais pas obligé de les recevoir au cours de cette séance-là. C'est de ça qu'il s'agit. Donc pour moi, fédération en droit d'accord, mais faites des propositions à l'État, et l'État choisit parmi ces propositions. C'est votre vision, nous sommes tenus, s'il vous plaît, nous sommes tenus par le temps, nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin de l'émission. Merci à vous tous pour cet instant de décryptage de l'actualité nationale et internationale. Je le rappelle, j'ai reçu Arnaud Doumaon, journaliste au quotidien du service public La Nation. Arnaud Doumaon, merci. C'est moi. Émeric Joël Alagbe, directeur de publication du quotidien L'Emblème du Jour, merci. Merci. Et je serai très content pour revenir encore sur cette émission parce que nous sommes ensemble en toute confraternité. Oui. Aristide Kanoussou, journaliste chroniqueur, merci à vous aussi. Merci Lénaïque. Merci à toute l'équipe de préparation et de réalisation de cette émission. Merci à vous aussi, chers amis téléspectateurs. À très vite.